Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux machines électriques. Dans cette vidéo, nous allons étudier le quatrième chapitre, étude des circuits magnétiques. Nous avons déjà réalisé 3 chapitres, dont le lien sera donné en description de cette vidéo. Nous allons donc commencer par présenter le programme. Nous allons commencer par étudier le circuit magnétique et la force magnétomotrice. Puis nous allons voir le théorème d'Ampère. Ensuite, l'induction électromagnétique et l'auto-induction. Dans cette partie, nous allons voir la force électromotrice induite. Nous allons voir la loi de Lenz et de Faraday, la formule de Boucheroth. Puis nous allons aller vers la réluctance du circuit magnétique sans entrefait, bien sûr. Nous allons voir l'analogie d'Hopkinson, l'inductance pure d'une bobine longue, l'inductance mutuelle, la mise en évidence du phénomène d'auto-induction, la loi d'Ohm aux bornes d'une bobine, et enfin l'énergie électromagnétique. Dans chaque partie, nous allons bien sûr effectuer des exercices d'application, dont nous allons corriger. Et à la fin, nous donnerons un exercice de consolidation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker. Je vous prie de liker maintenant pour ne pas oublier. Sans plus tarder, passons à la première partie. Circuit magnétique et force magnétomotrice. Petit a, circuit magnétique. Définition. Un circuit magnétique est un ensemble de matériaux ferromagnétiques fermés, pouvant canaliser le flux magnétique et pouvant aussi être le siège d'une force électromotrice induite. Il peut être constitué d'un entrefer qui a un petit espace d'air dans lequel le circuit magnétique, qui est un petit espace d'air dans le circuit permettant d'éviter la saturation du circuit magnétique. Donc voici deux circuits. Le premier circuit magnétique est sans entrefer et le deuxième circuit magnétique est avec entrefer. Ces schémas ont été réalisés avec le logiciel Watt, dans Watt, en utilisant les différents symboles de Watt que nous avons associés puis groupés pour former ces deux figures. Dans le circuit magnétique avec entrefer, d'abord sans entrefer, on peut distinguer notre circuit magnétique. Voici le circuit magnétique. Ce circuit magnétique a une longueur moyenne. Pour calculer la longueur moyenne, on prend ce contour au centre. Dans la longueur moyenne, c'est L. C'est ce circuit, c'est cela en pointillé. Nous avons la section. Pour trouver la section, on coupe le circuit magnétique en section droite et on prend ce rectangle. Donc c'est ça qu'on appelle la section. Dans le circuit magnétique circule le flux. Voici le flux magnétique. Donc le flux magnétique circule tout au long de notre longueur moyenne. C'est le sens du flux. Et sur ce circuit magnétique, nous avons un bobinage. Voici notre bobine qui était enroulée autour du circuit magnétique. Ce bobinage est traversé par un courant petit i. Et la différence de potentiel aux bornes de la bobine est V. La bobine a un nombre de spires grand N. Donc voici le circuit magnétique sans entrefer. Avec entrefer, ce sont les mêmes paramètres, seulement on ajoute un espace qu'on appelle l'entrefer qui permet d'éviter la saturation du circuit magnétique. Donc voici notre entrefer. Nous passons à la force magnétomotrice. Pour provoquer la circulation d'un courant I dans un circuit magnétique, une FEM, force électromotrice E, est nécessaire. De même, pour faire circuler le flux magnétique Phi dans un circuit magnétique, une force magnétomotrice grand F, notée FMM, est aussi nécessaire. Le flux magnétique résultant Phi ne dépend pas seulement de la force magnétomotrice, il dépend aussi
de l'opposition présentée par le matériel à sa circulation. Cette opposition est appelée reluctance du circuit magnétique. Donc, le flux magnétique phi ne dépend pas seulement de la force magnétomotrice, mais aussi de la reluctance, qui est une opposition à sa circulation, dans l'opposition à la circulation du flux. Ça joue le rôle d'une résistance. Alors, on a la formule. La reluctance R est égale à la force magnétomotrice divisée par le flux. Ou alors la force magnétomotrice F est égale à la reluctance fois le flux. On peut encore utiliser la formule de la reluctance qui est égale à L S sur mu, où L est la longueur moyenne du parcours, S est la section du circuit magnétique et mu est la perméabilité du matériau. Cette formule est équivalente cette formule magnétique est équivalente en électricité à R qui est égal à E sur I. E est la force électromotrice, comme F est la force magnétomotrice. I est le courant électrique, comme phi est le flux magnétique. R est la résistance, comme R est la reluctance. Et ici, cette formule, R est égal à ρ L sur S, comme ici, la reluctance est égale à L S sur mu. Nous avons aussi la formule F est égal à NI. Donc nous avons dit tantôt, mu est la perméabilité du magnétique en ampères par mètre, L est la longueur de la portion du matériau en mètres, F est la force magnétomotrice en newton ou en ampères tout, R est la reluctance en inverse de Henry, Henry-1, ou alors en ampères par watt, R est la résistance en ohm. Nous allons voir le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère permet de déterminer la valeur du champ magnétique. Donc, en fait, c'est un théorème qui permet de déterminer la valeur du champ magnétique à partir des courants. L'énoncé est le suivant. La circulation du vecteur champ d'excitation magnétique H le long d'une ligne orientée et fermée C est égale à la somme algébrique des courants qui traversent la surface délimitée par cette ligne. Donc voici notre ligne fermée et orientée C. Pour trouver la circulation du vecteur champ d'excitation magnétique H, on somme tout simplement tous les courants. C'est une somme algébrique. Il s'agit d'une somme algébrique, c'est-à-dire la somme, les courants qui font dans le même sens que N sont comptés positivement, ceux allant dans le sens contraire sont comptés négativement. Donc, on a dans cette circulation, la circulation de H sur tout le contour C, c'est égal à la somme des courants entourés par le contour. Le courant sera compté positivement s'il a le même sens que la normale à la surface. Là, on utilise la règle du petit bouchon pour vérifier cela. On peut aussi utiliser la circulation du B, puisque B est égal, puisqu'en fait, on connaît la relation entre B et mu0. On sait que B est égal à mu0 fois H. On peut utiliser dans la circulation de B dl, c'est égal à mu0 fois circulation de H dl. C'est-à-dire mu0 fois somme des courants entourés. Pour notre cas, pour notre exemple-ci, on voit que les courants qui partent dans le même sens que la normale, il y a I1, I5. Et ceux qui partent dans le sens contraire, I4 et I3. I2 n'est pas considéré parce que I2 n'est pas dans le contour. Dans le contour orienté C. Alors, on applique la formule d'Ampère, la circulation de H, c'est-à-dire H fois L. HL est égal I1, puisque c'est compté positivement, I1 moins I3 moins I4 plus I5. On a donc cette formule. Notez bien, on exprime l'excitation dans le circuit magnétique par HF est égal à B sur mu. Donc dans le circuit magnétique, HF égale B sur mu. Alors que dans l'entrefait, HE, E comme entrefait, est égal à B sur mu 0. Parce que l'entrefait c'est dans l'air, dans le vide. Si
On a un bobinage de N-spi réalisé sur un noyau en forme de tore. La force magnétomotrice est HL est égal à NI, qui est encore égal à F. Où F qui est égal à NI est la force magnétomotrice. L'induction électromagnétique et auto-induction. Petit a, force électromotrice FEM induite. Dans un circuit électrique qui est le siège d'une variation de flux magnétique, il se crée une force électromotrice induite E qui est égale à moins dφ sur dt. C'est-à-dire E dépend de la variation du flux. Nous pouvons voir cela dans la loi de Lenz et de Faraday. La loi de Lenz et de Faraday sont mises en évidence par l'étude de la FEM induite dans le bobinage par le mouvement d'un aimant. Si nous prenons l'aimant, lorsque l'aimant est introduit dans la bobine, n'est-ce pas, un courant circule. Mais quand l'aimant est stoppé, donc, regardez un peu, introduisons l'aimant. Lorsqu'on est en train d'introduire l'aimant, on va voir le courant qui part positivement. Et lorsque l'aimant s'arrête, aucun courant ne circule. Et lorsqu'on retire l'aimant, le courant circule dans le sens inverse. Cela signifie que, en réalité, ce n'est pas le flux qui crée la circulation du courant, mais c'est plutôt la variation du champ magnétique. Donc ce n'est pas le champ magnétique en lui-même qui crée le courant, mais c'est la variation du champ magnétique qui crée le courant. La loi de Faraday donne l'amplitude de la FEM produite et la loi de Lenz renseigne sur le sens que va prendre le courant. Alors, la loi de Lenz dit que le sens du courant s'oppose par ses effets à la cause qui lui donne naissance. Alors que la loi de Faraday dit que la force électromotrice induite dans un bobinage fermé placé dans un champ magnétique est proportionnelle à la variation du courant, est proportionnelle à la variation au cours du temps du flux magnétique qui entre dans le circuit. Donc, en d'autres termes, la loi de Lenz s'intéresse au sens du courant et la loi de Faraday s'intéresse à l'amplitude du courant. Nous passons au théorème, à la formule de Bouchereau. La formule de Bouchereau établit un lien entre la tension sinusoïdale aux bornes d'un enroulement bobiné autour d'un circuit magnétique et le champ magnétique au sein de ce circuit. Elle nous permet de calculer la valeur efficace de la FEM. Voici la formule de Bouchereau. La valeur efficace de la FEM, de la force électromotrice, est égale à 2π sur racine de 2 NSFB max, qui est égal, si on prend 2π divisé par racine de 2, on obtient 4,44. Donc 4,44 NSFB max. Ici, E est la tension efficace aux bornes d'un enroulement en volts. B max est la valeur du champ maximal variable en Tesla. S est la section du circuit magnétique en mètres carrés. Et F est la fréquence d'alimentation en S. Cette formule vient directement de la loi de Faraday appliquée à un champ magnétique sinusoïdal E qui est égal à moins dφ sur dt. En effet, E dt est égal à E racine. Si on prend E dt égal à E racine de 2 sinus oméga t, nous cherchons E. Et le flux phi est égal à NSB avec B qui est égal à NS, avec B qui est égal à B max cosinus oméga t. Nous voulons calculer E de E et pour cela nous allons dériver le flux. Nous savons que la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Alors dφ sur dt c'est donc moins N oméga t sinus B max sinus dφ sur dt est égal à moins N oméga S B max sinus oméga t. Or, nous savons que E, dont l'expression est cela, est égal à moins dφ sur dt. On simplifie les moins. On obtient donc E racine de 2 sinus oméga t est égal à N oméga S B max sinus oméga t. À ce niveau, on peut simplifier par sinus oméga t et on a E racine de 2 est égal à N oméga S B max. Or, nous savons que
oméga est égal à 2pi, n'est-ce pas? En fait, oméga 8 est égal à 2pi multiplié par la fréquence f. On peut donc avoir E est égal à 2pi sur racine de 2 NSFB max qui est égal à 4,44 NSFB max. Ceci est la formule de Bouchereau qui est une formule très utilisée même en machine électrique. Exercice d'application. Calculer la FEM induite dans un enroulement de 80 pi si le champ magnétique est sinusoïdal de valeur maximale 2 Tesla et de fréquence 50 Hz. La section est 10 cm carré. Solution, on prend les données. Le nombre de spies c'est 80. Le champ maximal 2 Tesla. La fréquence 50 Hz. La section 10 cm carré qui est égal à 0,001 m². D'après la formule de Bouchereau, E est égal à 4,44 NSFB max. En remplaçant NSF et B max par leur expression, on obtient E est égal à 4,44 fois 80 fois 0,01 fois 50 fois 2 qui donne 35,5 volts. Donc là c'est la FEM induite dans l'enroulement de 80 pi. Nous passons à la réluctance du circuit magnétique. La bobine permet de créer un champ d'induction. D'après le théorème d'Ampère, nous avons vu que la circulation c'est égal à la somme des courants. Donc HL est égal à NI. Or, nous savons que B c'est égal à mu fois H. En remplaçant donc, et nous savons aussi que le flux est égal à B fois S. Ceci permet d'avoir, en remplaçant H déjà par H est égal à mu, B sur mu, on remplace H par B sur mu. On aura B sur mu, L est égal à NI. Or, B est égal à phi sur S. On remplace donc B par phi sur S. On obtient phi sur S mu L est égal à NI. Ou encore, L sur mu S phi est égal à NI. Si nous posons la R, qui est la réluctance, est égale à L sur mu S, on a la réluctance fois phi est égale à NI. Ou la réluctance, où R est la réluctance mesurée en inverse de Henry, Henry-1 ou en ampère par watt. La réluctance notée R du circuit magnétique est le rapport de la force magnétomotrice F sur le flux. Nous avons déjà vu cela. R est égal à F sur flux. Or, F c'est NI. Donc, R est égal à NI sur flux. Ici, on peut donc voir que R fois flux est égal à NI. Voici notre circuit magnétique que nous avons vu tantôt. Passons à l'analogie de Hopkinson. L'analogie de Hopkinson consiste à faire le parallélisme entre un circuit magnétique et un circuit électrique. Elle est valable pour un circuit magnétique linéaire. Voici l'analogie. Circuit électrique, circuit magnétique. Lorsqu'on a une force électromotrice E ou bien une tension U, son analogie dans le circuit magnétique est appelée force magnétomotrice F qui est égale à NI. La résistance qui est égale à R qui est égale à L sur S en ohm. Son analogie, son analogue, on dit cela, c'est la réluctance R qui est égale à L sur mu S en Henry-1. La conductivité 1 sur ρ, c'est la perméabilité mu. On peut l'observer sur cette formule. Le courant I en ampères, c'est le flux phi en Weber. La loi d'Ohm en électricité, c'est U est égal à RI, alors que la loi d'Ohm magnétique, c'est la loi d'Hopkinson. C'est F qui est égal à R phi, qui est encore égal à NI. Voici donc un circuit dont on a effectué l'analogie. Là, on a un bobinage. C'est un circuit magnétique avec une réluctance, avec un entrefer. Voici l'entrefer. On peut remarquer
lorsque le flux circule, voici ce flux qui circule comme un courant. La bobine est soumise à une différence de potentiel. Voici cette différence de potentiel. Et on a la réluctance du circuit magnétique. C'est ça qu'on appelle la réluctance magnétique. Puis la réluctance de l'entrefer. Les réluctances sont différentes en termes de formule. Pourquoi? Parce que dans le circuit magnétique, on utilise mu, alors que dans l'entrefer, on utilise mu 0, puisque l'entrefer c'est l'air. La réluctance, bon, maintenant on va essayer de voir les réluctances en série et en parallèle. Les réluctances en série se comportent comme les résistances en série, c'est-à-dire, si on a plusieurs circuits en série, la réluctance est équivalente. C'est égal à réluctance 1 plus réluctance 2 plus ainsi de suite, les sommes des réluctances. Alors qu'en parallèle, ça se comporte aussi comme les résistances en parallèle. C'est-à-dire 1 sur réluctance en parallèle est égal à 1 sur réluctance 1 plus 1 sur réluctance 2 jusqu'à toutes les réluctances. Nous passons à l'inductance pure d'une bobine longue. Soit une bobine de longueur L, de NSP, dans laquelle circule un courant I. La bobine se trouve dans un milieu magnétique linéaire, comme l'air. Le flux magnétique produit par la bobine est phi. Nous savons que phi est égal à NBS. Déjà, nous rappelons qu'ici, nous voulons déterminer l'inductance de la bobine, d'une bobine longue. Donc, phi est égal à NBS. Nous avons déjà vu cette formule. Or, B, c'est égal à mu 0 NI sur L. Nous avons aussi vu cela. Ce qui permet d'avoir le flux phi qui est égal à N. On remplace B par mu 0 NI sur L. Donc, phi est égal à N mu 0 NI sur L S, qui est encore égal à, on a N deux fois, on peut utiliser N carré, mu 0 N carré I sur L S. Ceci peut encore être égal à L fois I. En d'autres termes, L est l'inductance de la bobine, avec L qui est égal à mu 0 S N carré sur L. Or, puisque la réluctance est égale à L sur mu S, voici la réluctance. À partir de là, on voit que l'inductance L est égale à N au carré sur la réluctance. Donc, pour calculer l'inductance d'une bobine longue, on prend son nombre de spi élevé au carré divisé par la réluctance du circuit magnétique. L est l'inductance propre de la bobine en Henry, avec un Henry qui égale 1 Weber par ampère. S est la section du circuit magnétique en mètres carrés et R est la réluctance en Henry-1 ou en ampère par Weber. Nous passons à un exercice d'application pour déterminer l'inductance, du moins un exercice d'application. Soit le circuit magnétique suivant, le courant I, voici le circuit magnétique déjà, le courant I est 1,2 ampères. Voici le courant 1,2 ampères. La perméabilité relative du matériau est mu R qui est égal à 3000. Le nombre de tours est N égal à 100. Donc on a 100 spi. Et une profondeur de 4 cm. Donc notre barreau magnétique a une profondeur de 4 cm. Voici notre barreau magnétique. Première question, déterminer la longueur moyenne du circuit. La longueur moyenne des lignes de champ. Deuxième question, déterminer la section du circuit. Troisième question, déterminer la réluctance du circuit. Quatrième question, on déduit l'inductance de la bobine. Cinquième question, détermine le flux magnétique. Sixième question, détermine la densité du flux magnétique. Nous allons répondre successivement à ces questions. Pour cela, nous prenons d'abord les données. On nous a donné le courant 1,2. On nous a donné mu R 3000 et on nous a donné N, nombre de spi 100. La première question, déterminer la longueur moyenne des lignes de champ. Pour déterminer la longueur moyenne, on s'intéresse à la deuxième courbe qui nous a été donnée. On nous a demandé de considérer 9 cm comme longueur moyenne ici. Ici 12 cm. Dans la longueur moyenne, ça sera donc longueur plus largeur le tout fois 2. C'est-à-dire 12 plus 9 le tout fois 2. Qui donne 42 cm ou 0,42 mètres. Ça c'est le parcours moyen. Voilà la longueur moyenne du champ.
la longueur moyenne du circuit magnétique. La deuxième question, déterminer la section du circuit. Pour déterminer la section du circuit, on va utiliser l'épaisseur et la profondeur. Nous savons que l'épaisseur c'est 3 cm et la profondeur a été donnée, c'est 4 cm. Donc la section est égale à 3 fois 4. 3 fois 4 qui donne 12 cm² ou alors 0,0012 m². La troisième question, déterminer la réluctance du circuit. Pour la réluctance, nous appliquons tout simplement la formule réluctance est égale longueur moyenne sur mu S. Ici, il n'y a pas d'entrefer. Donc, en remplaçant chaque expression par sa valeur, on obtient une réluctance de 92 840 ampères par Weber ou Henri-1. Quatrième question, on a demandé de déterminer l'inductance de la bobine. L'inductance propre, bien sûr. L'inductance, nous avons vu dans la formule précédente, elle est égale à n carré sur réluctance. Avec n qui est égal à 10, avec n qui est égal à 100 et réluctance 92 840. On obtient une inductance propre de 0,107 Henri. La cinquième question, déterminer le flux magnétique. Pour déterminer le flux magnétique, nous appliquons la formule de Hopkinson. R phi est égal à NI. À partir de là, nous connaissons déjà la réluctance. Nous connaissons le nombre de spins, nous connaissons le courant. La seule inconnue, c'est le flux. On a phi est égal à NI sur R. En remplaçant NI et R par leur expression, par leur valeur, on obtient un flux de 0,00129 Weber. La sixième question, en déduit la densité du flux magnétique. Nous savons que le flux, la densité du champ magnétique, nous savons que le flux phi est égal à BS. On peut tirer B. B est égal à phi sur S, ce qui nous permet d'avoir 1,0875 Tesla. Nous venons là de résoudre un exercice assez simple pour une personne qui maîtrise très bien les formules de base de ce cours sur les circuits magnétiques. Nous allons passer à une nouvelle partie, l'inductance mutuelle. Lorsqu'un circuit magnétique est entouré de plusieurs bobinages, chaque courant a une influence sur le flux dans le circuit. Ainsi, une variation du courant I1 dans le bobinage N1 crée un flux dans le circuit magnétique phi qui est égal à N1 I1 sur R. Celui-ci induit une variation de la tension aux bornes du bobinage N2. Cette variation U2 est égale à N2 d phi sur dt. Or, nous avons vu que phi c'est N1 I1 sur R. En remplaçant ici, puisque N1 et phi et R sont des constantes, seul I varie. On aura donc U2 est égal à N2 N1 sur R di sur dt. D'où nous pouvons poser M qui est égal à N1 N2 sur réluctance. M est appelée l'inductance mutuelle entre les deux bobinages en Henri. Donc, nous pouvons remarquer que si nous élevons au carré, on a M carré qui sera égal à N1 N2 sur réluctance fois N1 N2 sur réluctance. On peut rassembler les N1 et les N2 chacun de leur côté. On aura donc M carré égale N1 au carré sur réluctance fois N2 au carré sur réluctance. Or, ceci donne l'inductance de la première bobine et l'inductance propre de la deuxième bobine. Donc M carré, l'inductance mutuelle, est égale à L1 fois L2. Ainsi, l'inductance mutuelle est égale à la racine carrée de L1 fois L2. Où L1 et L2 sont les inductances propres de chaque bobine. Nous passons à une autre partie, la mise en évidence du phénomène d'auto-induction. Nous avons besoin de cette figure. Sur cette figure, on a un interrupteur, on a deux lampes, on a une FEM, une résistance, une bobine. Donc, dans un circuit, nous avons deux branches ici. Une branche sans bobine et une autre branche avec bobine. Si nous fermons, lorsque nous fermons l'interrupteur K, la lampe 1
où il n'y a pas la bobine brille instantanément. Dans la lampe 1, puisqu'il n'y a pas de bobine, va briller instantanément. Alors que la lampe 2, où il y a la bobine, va briller avec un retard. Et sa luminosité augmente progressivement jusqu'à atteindre la luminosité de la lampe 1. La variation du flux magnétique de la bobine propose une FEM qui s'oppose à l'établissement du courant. Donc, ici, il y a une variation du flux magnétique qui va proposer une FEM qui va s'opposer à l'établissement du courant. Mais cependant, le courant va finir par briller avec un grand retard. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, la lampe 1, là où il n'y a pas de bobine, va s'éteindre instantanément. Alors que la lampe 2, là où il y a la bobine, s'éteint progressivement. La variation du flux magnétique dans la bobine propose une FEM qui s'oppose à la disparition du courant. Donc, ceci c'est la mise en évidence. Ça, c'est le phénomène d'auto-induction. C'est ce phénomène qui explique l'apparition des étincelles lorsqu'on débranche rapidement un appareil comportant des inductances. Nous passons à la loi d'Ohm aux bornes d'une bobine. Une bobine réelle est constituée d'une inductance L et d'une résistance propre petit r. Voici la bobine, inductance L et une résistance propre petit r. On peut décomposer dans cette bobine sous cette forme-ci. On met une bobine pure, une inductance pure et une résistance interne R. En appliquant la loi d'Ohm, ici, aux bornes de l'inductance, on a UL, et aux bornes de la résistance, on a RI. La loi d'Ohm, la tension U aux bornes de la bobine et l'intensité du courant, ils sont liés par l'équation différentielle. Déjà par la relation, nous savons que U de T, c'est égal à UL de T plus RI. Ceci va encore permettre d'avoir U de T est égal à LDI sur DT plus RI. Cela signifie que UL, la tension de l'inductance, est égal à LDI sur DT. Tant que I varie, tant que le courant I varie, la bobine se comporte comme un électromoteur. Elle est donc équivalente à l'association en série d'un générateur de tension FEM d'auto-induction E qui est égal à moins UL, qui est égal à moins D phi sur DT, qui est encore égal à moins DLI sur DT, qui est égal à moins LDI sur DT, et d'un conducteur ohmique R. Pour une bobine parfaite, R est égal à 0. Nous passons à un exemple d'application. Un solénoïde d'inductance 39 mA est traversé par un courant I est égal à 5T carré. Calculez l'expression de la FEM d'auto-induction dont il est le siège après un temps de 10 secondes. Donc nous prenons les données. L'inductance elle est égale à 39 mA. Le courant I est égal à 5T carré et le temps T est égal à 10 secondes. On va demander de déterminer l'expression de la FEM. E est égal à moins LDI sur DT. Or, I c'est 5T carré. On va donc dériver cela par rapport au temps pour obtenir 10T. On a donc moins LD de 5T carré sur DT qui donne moins 10TL. Ceci permet d'avoir, puisque nous connaissons L qui est égal à 39 mA, moins 10 fois 0,039 fois T qui donne moins 0,39T. Maintenant, nous allons déterminer la FEM après 10 secondes. Après 10 secondes, c'est-à-dire pour T égale 10, on a E est égal à moins 0,39 fois 10, qui donne moins 3,9 volts. Il s'agit de la FEM. Nous passons à la 11e partie, l'énergie électromagnétique. Le passage d'un courant variable à travers une bobine lui permet d'emmagasiner l'énergie, appelée énergie électromagnétique. Cette énergie est obtenue par la formule W est égal à 1,5 de LI carré. Voici l'énergie électromagnétique dans une bobine. L est l'inductance propre pure de la bobine en Henry. W est l'énergie électromagnétique en joules et I est l'intensité du courant. Donc 1,5 de LI carré. Nous passons à l'exercice de consolidation. Voici l'exercice.
sont les circuits magnétiques suivants. La perméabilité relative du matériau est mu R égale à 2500 ampères par mètre. Le nombre de spires est 100 et la profondeur du circuit magnétique est 2 cm. On suppose que le matériau magnétique est linéaire. Déterminer la longueur moyenne des lignes de champ. Déterminer la section du circuit magnétique. Déterminer la réluctance du circuit magnétique. En déduire l'inductance de la bobine. On réalise un entrefer. Ici, l'exercice à l'entrefer. On demande de déterminer la nouvelle réluctance du circuit magnétique. En déduire la nouvelle réluctance de la bobine. Calculer la valeur de l'inductance maximale produite par l'entrefer lorsque l'inductance est sous une tension V de t égale à 230 racine de 2 sinus 314 t. Calculer la valeur du courant efficace I qui absorbe l'inductance. Donc voici un exercice de consolidation à faire. Posez vos difficultés en commentaire si vous en avez. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu.